Vous écoutez Parole de France, le podcast politique de Cluster 17. Cette émission interroge des Français sur leur parcours de vie et sur les principaux clivages du débat public selon notre méthode de segmentation de la société en 16 groupes homogènes. Pour chacun des épisodes, je suis parti à la rencontre de connaissances, d'amis, de membres de ma famille représentant l'un des 16 clusters. Je leur ai posé les mêmes questions sur les mêmes sujets. Parole de France, une émission produite par Guillaume Tricard pour Cluster 17. J'ai rencontré Henri il y a 30 ans. Il était le maire de mon village d'enfance, puis mon instituteur en CM1, où il m'a appris à jouer à la pétanque. De toute ma scolarité, il est l'enseignant qui m'a le plus marqué. Depuis une quinzaine d'années, j'ai pris l'habitude de passer le voir chaque été. Henri m'a donné rendez-vous chez lui, dans la maison où il est né et où il a passé l'essentiel de sa vie. C'est une belle maison vigneronne en pierre, située dans une vieille rue du village. Henri appartient au cluster des Solidaires, un groupe marqué par la radicalité sur les enjeux socio-économiques, très critique des élites, mais plus modéré sur les thématiques culturelles et sociétales. En 2017, les électeurs de ce groupe avaient voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon, qui avait réuni plus de 60% des voix. Derrière lui, seul Benoît Hamon avait franchi la barre des 10% au sein de ce groupe. Comment ça va ? Comment on fait ? Allez, on fait comme ça. Est-ce que tu peux, pour commencer là, l'entretien, est-ce que tu peux me raconter déjà où est-ce que tu as grandi ? D'où est-ce que venaient tes parents ? À me raconter un petit peu, tu vois, ton début de vie, ton enfance. Je suis né à Restinctir, un petit village de l'Hérault. Je suis né en 1943, pendant la guerre. Mais mon père était viticulteur et ma mère, mère au foyer. Du côté de ma mère, ils étaient plutôt à droite et surtout conservateurs et du côté de la religion surtout. Catholique. Et du côté de mon père, ils ont toujours été socialistes. Tu te souviens de Restinclière, donc du village, quand toi tu étais vraiment jeune, oui. Enfant, c'était vraiment un petit village. 180 habitants. À l'époque, on connaissait tout le monde. Ouais. Et aujourd'hui, on en est à 2200. Et avec 180 habitants, il y avait 31 exploitations viticoles. Et aujourd'hui, nous sommes 2200, il en reste 3 exploitations viticoles. On avait une douzaine d'hectares de vignes, 2 chevaux, à l'époque il n'y avait pas de tracteur, un ouvrier agricole mensualisé, qu'on appelait un païre, et ils travaillaient à tous les deux, quoi. Ouais. Et moi je donnais la main pendant les vacances, et ma mère travaillait de temps en temps aussi dans les vignes. J'aime bien poser la question, demander aux personnes que j'interroge s'ils ont eu l'impression d'avoir une enfance plutôt heureuse, plutôt malheureuse, plutôt difficile. Comment tu la définirais, toi ? Moi, j'ai eu une enfance très heureuse jusqu'à ce que mon père soit malade. Et là, ça a commencé à tirer un peu le diable par la queue, quoi. Donc, faire attention aux dépenses, etc., quoi. Alors, l'enfance ou l'adolescence, dans un village comme Restinclière, c'est quoi ? Pendant l'enfance, au niveau distraction ou autre, on inventait ça nous-mêmes. Par exemple, la maîtresse à l'école nous avait fait un cours sur l'hydroélectrique. On a mis ça en route dans un pré. Il y avait dans le village le ruisseau qui passait. On avait fait arrêter le cours du ruisseau, mis des tuyaux dedans en espérant non pas en espérant, mais faisant croire qu'il y aurait des turbines, qu'on produirait de l'électricité, par exemple. Ouais. Manque de peau, on avait inondé tous les prés. Et puis on s'amusait, on faisait des cabanes dans les bois, on faisait nos jeux nous-mêmes, quoi. Il n'y avait rien à l'époque de périscolaire. Est-ce que tu peux me raconter un peu, du coup, ton parcours scolaire de l'époque ? L'école, ça s'est fait au village ? Je suis rentré à l'âge de 5 ans à l'école primaire du village. C'était une classe unique, avec toujours la même maîtresse du CP jusqu'au CM2. C'était une hussarde de la République. Elle était raide. Mais enfin, elle nous a donné de très bonnes bases, même au niveau moral, laïque. Alors, pour entrer en 6e, c'était à l'âge de 11 ans. Il fallait passer donc le fameux concours. On était 250 à passer le concours et ils en prenaient 30. Et j'avais fait 7e. Alors j'étais content. Ouais. Et mon esthite aussi.
Dans ma classe d'âge, on a été 2 à aller au lycée. Et qu'est-ce que tu as fait après le bac? Alors après le bac, je me suis inscrit en fac de lettres et j'avais 3 matières, français, latin et espagnol. Parce que mon rêve, c'était de devenir prof d'espagnol. En même temps, je faisais pion, donc, au lycée. Et comme entre-temps, j'avais perdu mon père qui était mort d'une crise cardiaque, je m'occupais aussi des vignes pour épauler l'ouvrier agricole qu'il y avait, parce qu'il ne risquait pas de tout faire tout seul. Et je me suis un peu dispersé. Et puis, je me suis querellé, disons, avec un prof de latin, alors que j'avais une très bonne moyenne en latin. Et à l'examen, il m'a coincé, parce que c'était pas anonyme à l'époque. J'ai eu 16 en français à l'examen, 12,5 en espagnol, et il m'a mis 0,5 en latin. Ce qui fait que j'avais 29 points en tout. Il en fallait 30 pour avoir l'examen, mais avec mon 0,5 en latin, c'était éliminatoire. Donc je l'ai vécu vraiment comme une injustice énorme, quoi. J'aurais bien foutu mon poing sur la gueule. Alors donc, j'ai arrêté les frais en fac et j'ai fait STIT avec ma femme. Donc, et il nous a fallu, par contre, partir dans un département déficitaire parce que c'est au moment des rapatriés d'Algérie et beaucoup d'STIT qui étaient en Algérie ont été affectés sur des postes dans l'Hérault. Donc les jeunes nous ont dit de dégager la piste et d'aller voir ailleurs. Donc on a atterri dans le département de Lyon. Et toujours dans des villages. On n'a jamais voulu aller en ville parce que nos racines sont rurales et donc... Comment vous faisiez tu descendais quand même régulièrement là pour la maison, les vignes, ou t'avais laissé tomber? Non, mais j'avais mis les vignes en fermage, donc je ne m'en occupais plus, je ne pouvais plus m'en occuper. Dans le village où on était, qui avait à peu près 1400 habitants, et le maire que j'adorais est décédé assez rapidement d'un cancer. Et il m'a fait promettre de prendre le relais. Donc je me suis présenté aux élections municipales. Malgré mon étiquette coco, et dans Lyon c'était très à droite, quoi. Et tout compte fait, j'ai été élu avec 80%. Donc c'était le Pérou. Donc vous arrivez à vous faire muter dans le coin? Oui, ça on a été tous les deux à Lunel, avec des écoles, avec des effectifs importants, et puis beaucoup de Maghrébins. Lunel, moi, quand j'étais élève, que j'étais au collège ou au lycée, il y avait 8000 habitants à peu près. Et là, quand on y était, il y en avait 25 000. Donc quelques années à Lunel, et puis ensuite, ton dernier poste, c'est... Castries. Ouais. Là, je suis resté une dizaine d'années à Castries avant la retraite. Toi, t'as essayé de venir... Non, j'ai pas voulu. Parce qu'entre-temps, j'étais maire. J'ai fait 2 mandats de maire jusqu'en 2001. Et donc, je voulais pas du tout qu'il y ait une interférence entre mon boulot d'esthète et la mairie, quoi. Toi, tu as été instituteur. C'est un métier que tu as aimé? Ah ouais, j'ai adoré. Même ma femme, nous, on aimait ça, quoi. Ce qui a un peu... qu'on a ressenti comme négatif, c'est quand on a fait rentrer en masse les parents d'élèves dans l'école. Alors que à chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Alors qu'on savait très bien qu'il y avait surtout des bases qui comptaient en français et en maths, notamment, enfin, lire, écrire et compter, ça compte. Parce que toi, tu as arrêté en quelle... J'ai arrêté en 98. Et du coup, comment tu occupes ta retraite depuis 25 ans maintenant? Depuis 98, j'ai été à la mairie, donc, jusqu'en 2020. Et puis, je me suis investi dans le club de foot aussi. J'ai été aussi dirigeant du club de pétanque. Et puis, je faisais un jardin potager. J'avais de quoi m'occuper. La question du vote, donc 79 ans, ça veut dire que tu es en âge de voter depuis à peu près une soixantaine d'années. Est-ce que c'est quelque chose d'important? Ah oui, ça c'est le vote, j'y tiens énormément. J'ai toujours voté. Nous ici à la maison, on a toujours voté. Et c'était quelque chose de familial déjà? Ça a été transmis par tes parents? Oui, parce que mon père a été, je ne sais pas combien de mandats de premier adjoint aussi, et il était intéressé par la politique. Et je m'y suis intéressé déjà jeune, déjà à l'âge de 14 ans.
Ça m'arrivait de discuter politique avec mon père. Bon, mon père était engagé à gauche et donc fatalement ça discutait quoi. Est-ce que tu te rappelles dans ces années de jeunesse là, les combats ou les choses qui t'intéressent dans la politique? Sur le plan viticole notamment, il y a eu des années où il y a eu des méventes de vin, ça a été assez dur quoi. Il y a eu des barrages faits par les viticulteurs. Moi, j'y ai participé. On avait barré la route dans le village avec un tas de matériaux. Et on s'était fait taper dessus par non pas des CRS, mais des gardes mobiles. Et donc, dans ta vie, tu as été maire à peu près une vingtaine d'années cumulées? 2 fois dans Lyon, et puis 2 fois à Restinclière, ici. Est-ce que c'est venu avec le temps, le fait d'avoir envie d'être élu, de représenter les gens? Non, j'étais plutôt porté sur les associations, par exemple le fait d'avoir fondé un foyer de jeunes et d'éducation populaire quand on était dans Lyon. On était au milieu de X villages. Bon, ben ça a ramené beaucoup de jeunes chez nous, quoi. Ouais. Pour un village de 1400 habitants, on avait quand même 5 équipes de foot, on avait un club de théâtre, un club de pétanque, un club de ping-pong. Finalement, ça n'a jamais été ton métier? Non, ça n'a pas été un métier. C'était, on peut dire, une vocation ou quelque chose que j'aimais, quoi. Surtout que je ne prenais pas même l'indemnité qui était à mon échelon. J'ai toujours, et les adjoints non plus. Ouais. C'était pour bien montrer qu'on ne faisait pas ça pour le fric. Hein. On le faisait par dévouement aux autres, quoi. Hein, Mais ça, aujourd'hui, ça c'est passé de mode. Hein. Tu te considères comme militant politique? Avant, oui, j'étais militant politique, oui. Aujourd'hui, là, maintenant, bon, j'ai 79 balais, je me suis calmé. Hein, Mais enfin, au niveau politique, j'ai fait 3 étapes, moi. Ma première étape, j'étais au Parti communiste. Et il y avait certaines choses qui, au Parti communiste, me déplaisaient énormément. Notamment, je résume en un mot, quand Marchais a dit que le bilan de l'Union soviétique était globalement positif, j'ai jamais pu l'avaler, ça. Je pensais qu'en étant à l'intérieur, on pouvait faire changer les choses aussi. Maintenant, je pensais aussi que pendant la Deuxième Guerre mondiale, au niveau de la résistance, le PC français avait quand même donné énormément. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et puis, Chevènement a fondé le mouvement des citoyens. Donc, je me suis intéressé à ça et j'ai adhéré au mouvement des citoyens. Et ici, quand j'ai été élu pour la première fois à Restinclière, j'étais au mouvement des citoyens. D'ailleurs, il y avait eu un article dans le Midi Libre disant que j'étais peut-être le seul maire du mouvement des citoyens dans le coin. Puis, bon, il y a eu le problème quand Jospin s'est présenté et que Chevènement et Taubira se sont présentés. On sentait bien qu'on allait vers un truc pas chouette, quoi. Et en effet, bon, donc j'ai arrêté avec Chevènement. Et puis, je me suis dit que pour continuer, j'ai adhéré au PS. Et j'ai arrêté en 2007, quand le Parti socialiste s'est fait un plaisir de faire battre Ségolène Royal. Parce que j'avais mouillé la chemise, et avec d'autres, bien entendu, pour essayer qu'elle passe. Donc, j'ai, en pleine réunion, après les élections, avec eux, j'avais pris ma carte du PS, et je leur ai dit, mes chers camarades, on m'a toujours appris qu'il fallait se soumettre ou se démettre. Alors, je me démets et j'ai déchiré ma carte devant tous là. Alors ils m'ont dit que je déconnais, qu'il ne fallait pas se fâcher. Non, mais j'ai dit, tout ce que j'ai entendu et tout ce que vous avez fait, c'est nul pour moi. Et donc du coup, je ne suis plus retourné dans aucun parti par la suite, quoi. Et à l'heure actuelle, je soutiens Mélenchon. Je te pose la question parce que je la pose aux autres personnes que j'interroge. Je leur demande si tu es plutôt à gauche, à droite. Bon, je comprends que toi, tu te revendiques de gauche. Bien entendu. Il y a plusieurs appellations pour la gauche. Toi, tu te définirais comment? Moi, la gauche initiale, c'est-à-dire pas social-démocrate, où on voit ce que ça a donné avec Schröder en Allemagne, hein. Donc, pas la gauche de Hollande, de Manuel Valls, de toute cette clique qui
sous couvert de gauche modérée, hein, en définitive, font des politiques souvent qui sont presque assimilées à la droite. Hein. Sur ton parcours de vote, donc du coup tu me racontais un peu tout à l'heure, donc tu as plutôt voté communiste au début et puis tu votais socialiste au deuxième tour, si je comprends bien. Au moment où Mitterrand s'est présenté, j'ai voté Mitterrand au premier tour. Ouais. Donc après tu as revoté pour lui en 88 à la deuxième fois. Oui, aussi. Oui. Et après tu as voté Jospin, j'imagine. Oui, bien entendu. En 2012 par exemple, au premier tour, tu te souviens pour qui tu avais voté? Oui, j'avais voté Mélenchon au premier tour et Hollande au deuxième. Hollande au deuxième. Et après, en 2017, la dernière fois? La dernière fois, il y avait Mélenchon encore. Ouais. J'ai voté pour lui au premier tour et j'ai voté Macron au deuxième tour parce qu'il était contre le Front National. Il y a des gens de gauche qui ne sont pas allés voter ou qui ont voté blanc. Est-ce que toi, tu t'es posé la question? J'ai pas voté pour Macron, j'ai voté contre Marine Le Pen. Et à l'heure actuelle, là, à ces élections-là, d'ailleurs toute la famille, hein, on va voter Mélenchon. Et au deuxième tour, quand il y aura très certainement Marine Le Pen contre Macron, très certainement que je mettrai un vote nul. Pourquoi alors? Qu'est-ce qui a changé en 5 ans? Parce que je me suis aperçu qu'il menait vraiment une politique de droite, quoi. Et sous couvert en même temps, à gauche et à droite, bon, il a absorbé certains qui voulaient aller à la soupe, certaines de gauche, quoi, hein, du marigot d'en haut, quoi, hein, des pseudo-élites en question. Et puis en définitive, il fait une politique de droite, quoi. Comment tu t'informes et à quel c'est quoi les médias, tes médias préférés, enfin les médias que tu suis pour l'information? Pour l'information, je prends Marianne toutes les semaines. Le Canard enchaîné, bien entendu, depuis que j'ai 18 ans, je crois. Et puis je regarde des émissions qui sont intéressantes. C'est sur la 5, là, C'est politique, par exemple, avec Karim Rizouli. C'est des émissions intéressantes. Est-ce qu'il y a des candidats que tu crains ou pour lesquels tu ne voterais absolument pas, que tu n'as pas envie de voir accéder aux responsabilités? Il y a Zemmour, bien entendu, et Marine Le Pen. Ils ont des doctrines qui sont d'extrême droite, même si elle s'est radoucie, en parole du moins. Hein. Elle s'est un peu recentrée, entre guillemets, pour essayer d'aller du côté social. Et ça, c'est parce que la gauche, notamment socialiste, a abandonné pendant des années ce qu'on appelait le prolétariat à l'époque, ce qu'on appelait le peuple, quoi. Hein. On n'entend jamais parler des ouvriers, hein, et elle a mis son grappin là-dessus. Il y a d'autres candidats, il y a Jadot par exemple. Oui, mais il est trop écolo. Tout revient toujours à la fibre écologiste. Et Anne Hidalgo? Anne Hidalgo, je la plains, la pauvre. Parce que elle est complètement dans la ligne de Hollande, de Valls, de cette gauche molle qui se dit sociodémocrate, mais qui est social-libérale, quoi. Hein. Alors donc, mais ce que je regrette, c'est qu'il y ait cette dispersion à gauche, quoi. Hein. Poutou, j'aime bien aussi. Artaud, on sait ce qu'elle va dire avant qu'elle parle, quoi. Hein. Bon. J'en ai connu des collègues estites comme ça, quoi, qui te récitaient leur Bible et il fallait pas les interrompre. Hein. C'est des gens qui sont attachants, quoi. Mais enfin, bon, ça va pas plus loin, quoi. Ton rapport avec la religion ou les religions, quel est-il? La religion, je veux pas du tout qu'elle interfère dans la République. Les lois de la République sont prioritaires et de loin. La religion, ça c'est quelque chose de l'intime, disons, du privé. Ça n'a rien à foutre en politique. T'as pas reçu d'éducation religieuse, toi? Si. Si, moi, j'ai été enfant de chœur jusqu'à l'âge de 14 ans, avec une grande aube blanche, une croix et tout. Toi, tu te définis athée? Ah oui, maintenant je suis athée, oui. Vous êtes marié à l'église ou pas, quand même? Si, pour faire plaisir
aux parents et grands-parents. Mais enfin, c'était une formalité sans conviction. Il y a une religion dont on parle plus actuellement là, dans le débat public, du coup, c'est l'islam. Qu'est-ce que tu penses précisément, toi, de cette religion-là? Un islam modéré ne me pose pas trop de problèmes. Mais évidemment, l'islamisme radical, là, ça pose un problème important, quoi. Comme on a pu avoir d'ailleurs dans le passé des cathos qui étaient extrémistes. Sur le voile, par exemple, Oui. y a des candidats tu vois, qui disent oui, il faudra interdire le voile dans l'espace public, ou il faudrait le restreindre, ou on l'interdit ou pas à l'université. Les signes ostentatoires, je suis contraire, bien entendu. Dans l'école, disons le collège, le lycée, je suis totalement opposé à ce qu'il y ait ces signes-là, quoi, bien entendu. C'est assez délicat, comme à partir du moment où s'est greffé ce radicalisme islamique, ça prend des proportions qui sont quand même assez graves, quoi. Le sujet de l'immigration, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là, toi? L'immigration, il y en a toujours eu en France. Et ça a toujours été plus ou moins contesté. Moi, je me souviens que quand j'étais gamin, des jeunes espagnols, et qui étaient fils souvent de républicains ou tout, il y avait des imbéciles qui leur disaient espagnols de merde. Et d'autres, pour les Italiens, qui disaient macaroni, ou, tu vois, etc. Dans le fin fond de certains, il y a toujours un peu de racisme. Il faut combattre tous les racismes. Il faut combattre les extrêmes, qui soient religieux, notamment. Mais il faut combattre tout racisme, quoi. Je demande si tu trouves que le système d'impôt aujourd'hui est plutôt juste, plutôt injuste. Alors là, au niveau de l'impôt, notamment l'impôt sur le revenu, c'est complètement injuste, quoi. On le voit notamment pour les grandes fortunes ou autres, beaucoup de combinent pour ne pas payer d'impôts, quoi. Alors que ce soit des multinationales aussi, les grandes boîtes du CAC 40, etc. Il y aurait des choses à faire. L'héritage, par exemple? L'héritage d'un Français lambda, quoi, d'un citoyen ordinaire, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'il faudrait peut-être exonérer, parce que si tu as passé une partie de ta vie à pouvoir acheter une maison, et puis que tu puisses la transmettre à tes enfants, ça, je trouve ça normal. Maintenant, bon, on en revient toujours pareil, hein, les gros héritages, là, mais ils ont les combines pour payer le moins possible de taxes. Hein. Le sujet des services publics, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, tu m'as dit que c'était un sujet très important pour toi. Il y a beaucoup de points qui sont indispensables pour une nation, que tu prennes l'eau, l'électricité, même le gaz, hein. La SNCF, par exemple. Tout ça, ça devrait être vraiment rester propriété de l'État, quoi. Tu penses que c'est mieux si c'est l'État qui dirige? Ah oui, oui, oui. Si on dit service public, c'est service au public. Donc il faut que ce soit pour le bien du peuple, j'ai envie de dire, des citoyens, quoi. La question de l'écologie, qui est un sujet, tu vois, dont on parle beaucoup plus ces dernières années. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas écolo, mais enfin, il y a beaucoup de thèmes écologistes que je fais mien, quoi. J'ai toujours été pour quelque chose de sain, quoi. Alors que là, avec tous les entrants qu'il y a dans l'agriculture, mais il y a de quoi dézinguer pas mal d'organismes. Hein, tu fais attention, par exemple, à ce que tu consommes ou pas, par rapport à la question écologique? Oui, on y fait attention. On ne mange jamais de plats cuisinés qu'on achète. Hein. Là, je vais faire comme Fabien Roussel. On mange moins de viande, mais de la bonne. Mais on voit bien que les lobbies de l'agroalimentaire et même un syndicat agricole comme la FNSEA, bon, ils ne sont pas du tout pour défendre l'agriculture paysanne. Hein. Il y a eu un mouvement social là, ces dernières années qui a été très puissant, les Gilets jaunes, donc il y a 3 ans. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as pensé du mouvement quand il s'est lancé, si tu t'y intéressais, si tu avais regardé sur place? Est-ce que tu peux m'en parler un peu?
Ah ben, je m'y suis intéressé et même je trouvais ça bien que des gens de la base remuent et même j'étais plutôt pour eux que contre eux, hein, bien entendu. Quand dans un pays il y a une paupérisation d'une grande partie de la population qui a des injustices criantes et des inégalités sociales trop importantes, ben, il arrive un moment où quand ça boue, le couvercle saute, quoi. Est-ce que tu es allé sur place, tu es allé regarder ce qui s'était passé ou... Je me suis arrêté comme ça une fois à un rond-point ou tout, en leur disant que j'étais plutôt avec eux que contre eux, bien entendu. Et puis, Mais tu n'aurais pas pu y aller? J'aurais pu y aller, mais comme j'ai des problèmes de santé, de respiratoire... Tu aurais pu y aller plus jeune, tu veux dire, c'est ça? Ah, plus en forme, oui, j'y serais allé, oui. Ouais. C'est sûr. Toi, tu as eu l'habitude de manifester dans ta vie assez souvent, j'imagine? Ouais. Oui. J'ai même manifesté au niveau de la viticulture, je te disais, quand j'avais 16 ans. J'ai manifesté aussi quand j'étais élève et pion au lycée. Notamment, j'ai manifesté contre la guerre d'Algérie à l'époque. Et puis après, j'ai manifesté pacifiquement. Avec ton syndicat ou... Oui, avec le SNI à l'époque, le syndicat national des instituteurs. Il y a des gens qui sont devenus très anti-élite, des gens qui s'abstiennent. Oui. Est-ce que tu la comprends, cette radicalité, ou est-ce que elle t'inquiète, elle te fait peur? Je comprends que parmi ce qu'on appelle les élites, il y en a qui y sont depuis des décennies, mais enfin, les élites certaines élites ont failli. Hein. Et celui qui est en bas de l'échelle, hein, que le président de la République leur dit que les gens de rien, hein, ça fait mal quand même. Hein. C'est ce dénigrement que j'aime pas et qui justement rend les gens acariâtres, quoi, et vindicatifs. Je demande toujours aussi, aux personnes que j'interroge de définir leur sentiment d'appartenance. Comment toi tu définirais Moi je me sens universaliste. Européen aussi, mais je me sens français aussi. Hein. Je crois que l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Tu te sens européen, tu me dis. Donc, oui, je me sens européen, mais pas l'Europe qu'on est en train de subir depuis. On a fait surtout une Europe du commerce, une Europe des marchands, une Europe bureaucratique. Tu pourrais voter pour la sortie de la France de l'Union européenne ? Non. Non. Mais j'aimerais qu'on la modifie, que ce soit l'Europe des peuples, quoi, l'Europe des nations même. Hein. Tu as répondu là à notre test et tu es tombé dans le groupe des solidaires. Est-ce que ça t'inspire ce mot-là ? Ça m'inspire le plus grand bien. Hein. Solidaire, c'est important, hein, la solidarité. Il en faut un peu plus de solidarité. Bon, mais merci Henri. Merci à toi. Allez, à bientôt. À bientôt.